Tom. Le vaillant soldat, par James Grove. Bon lit. Divertissement bon marché pour l'homme et la bête, dit M. Grove, citant son enseigne. 12h30. Il est très tard, dit l'enfant inquiet. J'aurais aimé que nous y allions plus tôt. Que vont-ils penser de nous? Il sera 2h, quand nous reviendrons. Combien cela coûterait-il, monsieur, si nous nous arrêtions ici? 2 bons lits, 1 pence et 6 pences, souper et bière 1 shilling. Total 2 shillings et 6 pences, répondit le vaillant soldat. Maintenant, Nell avait encore la pièce d'or cousue dans sa robe, et quand elle en vint à considérer l'heure tardive et les habitudes somnolentes de Mrs. Jarley, et à imaginer l'état de consternation dans lequel il jetterait certainement cette bonne dame en la frappant au milieu de la nuit, et quand elle pensa, d'un autre côté, que s'ils restaient où ils étaient, et se levaient de bon matin, ils pouvaient revenir avant qu'elle ne se réveillât, et pouvaient plaider la violence de leur âge qui les avait rattrapés, comme une excuse de leur absence. Elle prit donc son grand-père à part, lui dit qu'il lui restait encore assez pour couvrir les frais de leur logement, et lui proposa de passer la nuit là. « Si j'avais eu cet argent auparavant, si je l'avais su il y a quelques minutes, » murmura le vieillard. « Nous déciderons de nous arrêter ici, s'il vous plaît, dit Nell en se tournant vivement vers l'hôte. « Je pense que c'est prudent, répondit M. Grove. Vous aurez vos soupers directement. En conséquence, lorsque M. Grove eut fumé sa pipe, assommé les cendres et l'eut soigneusement placé dans un coin de la cheminée, le bol baissé, il apporta le pain, le fromage et la bière, avec beaucoup d'éloges sur leur excellence, et invita ses invités à se mettre chez eux et à s'y installer. Nell et son grand-père mangeaient avec parcimonie, car tous deux étaient occupés de leurs propres réflexions. Les autres gentilshommes, pour qui la bière était trop faible et trop apprivoisée, se consolaient avec de l'eau-de-vie et du tabac. Comme ils quittaient la maison très tôt le matin, l'enfant était impatient de payer leur divertissement avant qu'ils ne se couchent. Mais comme elle sentait la nécessité de cacher son petit trésor à son grand-père, et qu'elle devait changer la pièce d'or, elle la prit secrètement de sa cachette et saisit l'occasion de suivre l'aubergiste lorsqu'il sortirait de la chambre, et la lui tendit dans le petit bar. « Voulez-vous me rendre la monnaie ici, s'il vous plaît » dit l'enfant. M. James Grove fut évidemment surpris, et regarda l'argent, et le sonna, et regarda l'enfant, et encore l'argent, comme s'il eût eu l'esprit de lui demander comment elle l'avait trouvé. Cependant, la pièce étant authentique, échangée chez lui, il sentait probablement, comme un propriétaire avisé, que ce n'était pas son affaire. Quoi qu'il en soit, il compta la monnaie, et la lui donna. L'enfant revenait dans la chambre où ils avaient passé la soirée, lorsqu'elle crut voir une figure qui se glissait à la porte. Il n'y avait qu'un long couloir sombre entre cette porte et l'endroit où elle avait changé l'argent, et étant très certaine que personne n'était entré ou sorti pendant qu'elle était là, la pensée lui vint qu'elle avait été surveillée. Mais par qui? Lorsqu'elle rentra dans la chambre, elle trouva ses occupants exactement comme elle les avait laissés. Le gros gaillard était étendu sur 2 chaises, la tête appuyée sur sa main, et l'homme qui plissait les yeux se reposait dans une attitude semblable de l'autre côté de la table. Entre eux était assis son grand-père, regardant fixement le vainqueur avec une sorte d'admiration affamée, et s'accrochant à ses paroles comme s'il eût été un être supérieur. Elle resta un instant perplexe, et regarda autour d'elle pour voir s'il y en avait d'autres. Non. Puis elle demanda à voix basse à son grand-père si quelqu'un avait quitté la pièce pendant son absence. Non, a-t-il dit, personne. Ce devait être sa fantaisie à l'époque, et pourtant il était étrange que, sans rien dans ses pensées précédentes, pour y conduire, elle eût imaginé cette figure si distinctement. Elle s'étonnait encore, et y pensait encore, lorsqu'une jeune fille vint l'éclairer pour la mettre au lit. Le vieillard prit congé de la compagnie en même temps, et ils montèrent l'escalier ensemble. C'était une grande maison délabrée, avec des couloirs ternes et de larges escaliers que les bougies, allumées, semblaient rendre plus sombres. Elle laissa son grand-père dans sa chambre, et suivit son guide jusqu'à une autre, qui était au bout d'un passage, et s'approcha par une demi-douzaine de pas fous. Cela était préparé pour elle. La jeune fille s'attarda un moment à parler et à exprimer ses griefs. Elle n'avait pas une bonne place, disait-elle, les salaires étaient bas et le travail était dur. Elle allait le quitter dans 15 jours. L'enfant ne pouvait pas la recommander à un autre, supposait-elle. Au lieu de cela, elle craignait qu'il ne soit difficile d'en trouver une autre après y avoir vécu, car la maison avait un caractère très indifférent. Il y avait beaucoup trop de jeux de cartes, et ainsi de suite. Elle se trompait beaucoup si certaines des personnes qui venaient le plus souvent étaient aussi honnêtes qu'elles pouvaient l'être, mais elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle l'avait dit, pour rien au monde. Puis, il y eut quelques allusions décousues à un amoureux éconduit, qui avait menacé de partir en service militaire, une dernière promesse de frapper à la porte tôt le matin, et bonne nuit.
L'enfant ne se sentait pas à l'aise lorsqu'elle était laissée seule. Elle ne put s'empêcher de penser à la silhouette qui se faufilait dans le couloir de l'escalier, et ce que la jeune fille avait dit n'avait pas tendance à la rassurer. Les hommes étaient très mal faits. Ils pouvaient gagner leur vie en volant et en assassinant des voyageurs. Qui pourrait le dire? Résonnant sur ses craintes, ou les perdant de vue pour un moment, vint l'anxiété que faisaient naître les aventures de la nuit. C'était là que l'ancienne passion se réveillait de nouveau dans le cœur de son grand-père, et à quelle distraction supplémentaire elle pouvait le tenter, Dieu seul le savait. Quelle crainte leur absence aurait pu déjà occasionner. Des personnes pourraient les chercher même à ce moment-là. Serait-il pardonné le matin, ou à nouveau à la dérive? Oh! Pourquoi s'était-il arrêté dans cet endroit étrange? Il aurait été préférable, en toutes circonstances, de continuer. Enfin, un sommeil peu à peu s'empara d'elle, un sommeil interrompu et agité, troublé par des rêves de chute de haute tour, et se réveillant en sursaute, et dans une grande terreur. Un sommeil plus profond s'ensuivit, et puis, quoi? Cette silhouette dans la pièce. Une silhouette était là. Oui, elle avait tiré le store pour laisser passer la lumière quand l'eau poserait, et là, entre le pied du lit et la fenêtre sombre, il s'accroupissait et se glissait, tâtonnant d'une main silencieuse et se faufilant autour du lit. Elle n'avait pas de voix pour appeler à l'aide, pas de force pour bouger, mais restait immobile, l'observant. Il vint, silencieusement et furtivement, à la tête du lit. Le souffle était si près de son oreiller, qu'elle s'y réfugia de peur que ses mains errantes ne se posassent sur son visage. De retour, il se glissa vers la fenêtre, puis tourna la tête vers elle. La forme sombre n'était plus qu'une tache sur l'obscurité plus claire de la pièce, mais elle vit la tête tourner, et sentit, et sut à quoi ressemblaient les yeux et comment les oreilles écoutaient. Il resta là, immobile comme elle. Enfin, gardant toujours le visage tourné vers elle, il s'occupa de quelque chose, et elle entendit le bruit de l'argent. Puis, il revint sur lui, silencieux et furtif comme auparavant, et replaçant les vêtements qu'il avait pris au chevet du lit, il se laissa tomber sur ses mains et ses genoux, et s'éloigna en rampant. Comme il semblait se dépasser lentement, maintenant qu'elle pouvait l'entendre mais pas le voir, rampant sur le sol. Il atteignit enfin la porte et se dressa sur ses pieds. Les pas grincèrent sous son pas silencieux, et il disparut. Le premier élan de l'enfant fut de fuir la terreur d'être seul dans cette chambre, d'avoir quelqu'un à côté, de ne pas être seul, et alors sa capacité de parole serait restaurée. Sans se rendre compte d'avoir bougé, elle gagna la porte. Il y avait l'ombre affreuse, qui s'arrêtait au bas des marches. Elle n'a pas pu le passer, elle aurait pu le faire, peut-être, dans l'obscurité sans être saisie, mais son sang se glaça à cette pensée. La figure resta immobile, et elle aussi, non pas hardiment, mais par nécessité, car rentrer dans la chambre n'était guère moins terrible que de continuer. La pluie battait vite et furieusement au dehors, et coulait en torrent du toit de chaume. Quelqu'un sec d'été, sans issue, dans les airs, volait aveuglément ça et là, frappant son corps contre les murs et le plafond, et remplissant le lieu silencieux de murmures. La silhouette bougea à nouveau. L'enfant a involontairement fait de même. Une fois dans la chambre de son grand-père, elle serait en sécurité. Il se glissa le long du couloir jusqu'à la porte même, qu'elle désirait ardemment atteindre. L'enfant, dans l'angoisse d'être si près, s'était presque précipité en avant dans le dessein de faire irruption dans la pièce et de la refermer derrière elle, lorsque la figure s'arrêta de nouveau. L'idée lui vint soudain, et si elle entrait là et y avait un dessein sur la vie du vieil homme? Elle s'est évanouie, et est tombée malade. C'est ce qui s'est passé. Il est entré. Il y avait de la lumière à l'intérieur. La silhouette était maintenant dans la chambre, et elle, toujours muette, tout à fait muette et presque inconsciente, regardait. La porte était entr'ouverte. Ne sachant pas ce qu'elle avait l'intention de faire, mais voulant le préserver ou être tuée elle-même, elle s'avança en titubant, et regarda à l'intérieur. Quel spectacle était celui qui rencontrait sa vue! Le lit n'avait pas été posé, mais il était lisse et vide. Et à une table était assis le vieil homme lui-même, la seule créature vivante là-bas. Son visage pâle était pincé et aiguisé par la gourmandise qui rendait ses yeux anormalement brillants, en comptant de l'argent que ses mains lui avaient volé. Chapitre 31. D'un pas plus chancelant que ceux avec lesquels elle s'était approchée de la chambre, l'enfant se retira de la porte et retourna à tâtons dans sa chambre. La terreur qu'elle venait d'éprouver n'était rien en comparaison de celle qui l'oppressait maintenant. Aucun voleur étranger, aucun hôte perfide de connivence avec le pillage de ses invités ou se glissant dans leur lit pour les tuer dans leur sommeil, aucun rôdeur nocturne, si terrible et si cruel qu'il fût,
n'aurait pu réveiller dans son cœur la moitié de l'effroi qu'inspirait la reconnaissance de son visiteur silencieux. Le vieillard aux cheveux grisonnants qui se glissait comme un fantôme dans sa chambre, et jouait le rôle du voleur pendant qu'il la supposait profondément endormie, puis emportant son prix, et se penchant au-dessus de lui avec l'affreuse exultation épouvantable dont elle avait été témoin, était pire, incommensurablement pire, et bien plus affreux, pour le moment, à méditer, que tout ce que sa fantaisie la plus folle aurait pu suggérer. S'il revenait, il n'y avait ni serrure ni verrou à la porte, et si, se défiant d'avoir encore laissé de l'argent derrière lui, il revenait pour en chercher davantage, une crainte et une horreur vague entouraient l'idée de le voir entrer, furtivement d'un pas furtif, et tourner son visage vers le lit vide, tandis qu'elle se repliait à ses pieds pour éviter qu'il ne le touche. Ce qui était presque insupportable. Elle s'assit et écouta. Arc, un pas dans l'escalier, et maintenant la porte s'ouvrait lentement. Ce n'était que de l'imagination, mais l'imagination avait toutes les terreurs de la réalité. Non, c'était pire, car la réalité serait venue et disparue, et il y aurait une fin. Mais dans l'imagination, elle venait toujours et ne disparaissait jamais. Le sentiment qui assaillait l'enfant était un sentiment d'horreur vague et incertaine. Elle n'avait pas peur du cher vieux grand-père dans l'amour duquel cette maladie du cerveau avait été engendrée pour elle, mais l'homme qu'elle avait vu cette nuit-là, absorbé dans le jeu du hasard, tapi dans sa chambre et comptant l'argent à la lueur scintillante, semblait une autre créature sous sa forme, une distorsion monstrueuse de son image, quelque chose devant lequel il fallait reculer et dont il avait d'autant plus peur qu'il lui ressemblait. Et il se tenait près d'elle, comme il le faisait. Elle pouvait à peine rattacher son compagnon affectueux, si ce n'est par sa perte, à ce vieillard si semblable, et pourtant si différent de lui. Elle avait pleuré de le voir terne et silencieux. Combien plus grande elle avait raison de pleurer maintenant. L'enfant resta assis à regarder et à réfléchir à ces choses jusqu'à ce que le fantôme dans son esprit s'accrût tellement en ténèbres et en terreur, qu'elle sentit que ce serait un soulagement d'entendre la voix du vieil homme, ou, s'il dormait, même de le voir, et de bannir quelques-unes des craintes qui s'aggloméraient autour de son image. Elle descendit de nouveau l'escalier et le passage. La porte était encore entr'ouverte comme elle l'avait laissée, et la bougie brûlait comme auparavant. Elle avait sa propre bougie à la main, prête à lui dire, s'il se réveillait, qu'elle était inquiète, et ne pouvait pas se reposer, et qu'elle était venue voir si les siennes étaient encore allumées. En regardant dans la chambre, elle le vit tranquillement étendu sur son lit, et prit son courage à deux mains pour entrer. Endormi. Pas de passion en face, pas d'avarice, pas d'anxiété, pas de désir sauvage. Tous doux, tranquilles et en paix. Ce n'était pas le joueur, ni l'ombre dans sa chambre. Ce n'était même pas l'homme usé et blasé, dont le visage avait si souvent rencontré le sien dans la lumière grise du matin. C'était son cher vieil ami, son inoffensif compagnon de voyage, son bon et bon grand-père. Elle n'avait aucune crainte en regardant ses traits endormis, mais elle éprouvait un chagrin profond et lourd, et trouvait son soulagement dans les larmes. « Que Dieu le bénisse !» dit l'enfant en se baissant doucement pour baiser sa joue placide. Je vois trop bien maintenant qu'il nous séparait s'il nous découvrait et l'enfermait à la lumière du soleil et du ciel. Il n'a que moi pour l'aider. Que Dieu nous bénisse tous les deux. Allumant sa bougie, elle se retira aussi silencieusement qu'elle était venue, et regagnant sa propre chambre, elle resta debout pendant le reste de cette longue et misérable nuit. Enfin, le jour pâlit sa bougie déclinante, et elle s'endormit. Elle fut rapidement réveillée par la jeune fille qui l'avait conduite au lit, et dès qu'elle fut habillée, elle se prépara à descendre chez son grand-père. Mais d'abord, elle fouilla dans sa poche et découvrit qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il n'en restait pas un semonce. Le vieil homme était prêt, et en quelques secondes ils étaient en route. L'enfant crut qu'il évitait un peu son regard, et sembla s'attendre à ce qu'elle lui dise sa perte. Elle sentait qu'elle devait le faire, sinon il pourrait soupçonner la vérité. « Grand-père, dit-elle d'une voix tremblante, après qu'ils eurent marché environ 1 kilomètre en silence, pensez-vous que ce soit d'honnêtes gens dans la maison là-bas ? Pourquoi ? Répondit le vieillard en tremblant. Est-ce que je les trouve honnêtes ? Oui. Ils ont joué honnêtement. Je vais vous dire pourquoi je vous le demande, répliqua Nell. J'ai perdu de l'argent hier soir dans ma chambre, j'en suis sûre. À moins qu'il n'ait été pris par quelqu'un pour plaisanter, seulement pour plaisanter, cher grand-père, ce qui me ferait rire de bon cœur, si je pouvais le savoir. Qui prendrait de l'argent en plaisantant ? Répondit le vieillard d'une manière précipitée. Ceux qui prennent de l'argent, le prennent pour le garder. Ne parlez pas de plaisanterie. Alors, on l'a volé dans ma chambre, ma chère, dit l'enfant, dont le dernier espoir fut anéanti par la manière dont cette réponse fut anéantie. Mais n'y en a-t-il plus, Nell ?
dit le vieillard. Plus nulle part. Tout a-t-il été pris, jusqu'au dernier centime. N'y avait-il plus rien? Rien, répondit l'enfant. Il faut que nous en obtenions davantage, dit le vieillard. Il faut le gagner, Nell, le thésauriser, le gratter, le trouver d'une manière ou d'une autre. Peu importe cette perte. N'en parlons à personne, et peut-être le retrouverons-nous. Ne demandez pas comment nous pouvons le reprendre, et bien plus encore, mais ne le dites à personne, ou il peut en résulter des ennuis. Et ils l'ont donc sorti de ta chambre, quand tu dormais, ajouta-t-il d'un ton compatissant, bien différent de la manière secrète et rusée dont il avait parlé jusqu'alors. Pauvre Nell, pauvre petite Nell. L'enfant baissa la tête et pleura. Le ton de sympathie avec lequel il parlait était tout à fait sincère, elle en était sûre. Ce n'était pas la partie la plus légère de son chagrin de savoir que cela était fait pour elle. Pas un mot à personne d'autre qu'à moi, dit le vieillard. Non, pas même à moi, ajouta-t-il précipitamment, car cela ne peut faire aucun bien. Toutes les pertes qui ont jamais existé ne valent pas les larmes de tes yeux, ma chérie. Pourquoi le seraient-ils, alors que nous les regagnerons? Laissez-les partir, dit l'enfant en levant les yeux. Laissez-les partir, une fois pour toutes, et je ne verserai plus jamais une larme si chaque centime avait été 1000 livres. Eh bien, répondit le vieillard en se retenant tandis qu'une réponse impétueuse montait à ses lèvres, elle n'en sait pas mieux. Je devrais en être reconnaissant. Mais écoutez-moi, dit l'enfant sérieusement. Voulez-vous m'écouter? Oui, je vais écouter, répondit le vieillard toujours sans la regarder. Une jolie voix. Il a toujours un son doux pour moi. Il l'a toujours fait quand c'était la pauvre enfant de sa mère. Laissez-moi donc vous persuader. Oh, laissez-moi vous persuader, dit l'enfant, de ne plus penser aux gains, ni aux pertes, et de ne tenter d'autre fortune que celle que nous poursuivons ensemble. Nous poursuivons ce but ensemble, répliqua son grand-père, regardant toujours au loin et semblant conférer avec lui-même. À l'image de qui sanctifie le jeu? Sommes-nous plus malmenés, reprit l'enfant, depuis que vous avez oublié ces soucis, et que nous voyageons ensemble? N'avons-nous pas été beaucoup mieux et plus heureux sans foyer pour nous abriter, que nous ne l'avons jamais été dans cette malheureuse maison, quand vous y pensiez? Elle dit la vérité, murmura le vieillard sur le même ton qu'auparavant. Il ne faut pas que cela me transforme, mais c'est la vérité, sans aucun doute. Souvenez-vous seulement de ce que nous avons été depuis ce matin radio où nous lui avons tourné le dos, pour la dernière fois, dit Nell. Souvenez-vous seulement de ce que nous avons été depuis que nous sommes libérés de toutes ces misères, des jours paisibles et des nuits tranquilles que nous avons eus, des moments agréables que nous avons connus, des bonheurs dont nous avons joui. Si nous avons été fatigués ou affamés, nous avons été bientôt rafraîchis, et nous avons dormi le plus sain pour cela. Pensez aux belles choses que nous avons vues et à quel point nous nous sommes sentis satisfaits. Et pourquoi ce changement béni a-t-il été? Il l'arrêta d'un geste de la main et lui ordonna de ne plus lui parler à ce moment-là, car il était occupé. Au bout d'un moment, il lui baisa la joue, lui faisant toujours signe de se taire, et continua à marcher, regardant loin devant lui, et s'arrêtant parfois et regardant le sol avec un front plissé, comme s'il essayait péniblement de rassembler ses pensées désordonnées. Une fois, elle a vu des larmes dans ses yeux. Quand il eut continué ainsi pendant quelque temps, il lui prit la main dans la sienne, comme il avait coutume de le faire, sans rien de la violence et de l'animation de ses manières tardives, et ainsi, peu à peu si bien que l'enfant ne pouvait les retrouver, il s'installa dans sa voie tranquille habituelle, et se laissa conduire où elle le voulait. Lorsqu'ils se présentèrent au milieu de la prodigieuse collection, ils trouvèrent, comme Nell l'avait prévu, que Madame Jarlet n'était pas encore sortie du lit, et que bien qu'elle eût éprouvé une certaine inquiétude à leur sujet pendant la nuit, et qu'elle fût restée debout pour eux jusqu'à 11 heures passées, elle s'était retirée dans la conviction que, surpris par leur âge à quelque distance de chez eux, ils avaient cherché l'abri le plus proche et ne voulaient pas revenir avant le matin. Nell s'appliqua aussitôt avec beaucoup d'assiduité à la décoration et à la préparation de la chambre, et eut la satisfaction d'achever sa besogne et de s'habiller proprement avant que la bien-aimée de la famille royale ne descendît déjeuner. Nous n'avons pas eu, dit Madame Jarlet quand le repas fut terminé, plus de 8 des demoiselles de Mademoiselle Monfladeuse depuis que nous sommes ici, et il y en a 26, comme me l'a dit la cuisinière quand je lui ai posé une question ou deux et que je l'ai mise sur la liste de libres. Il faut que nous les essayions avec un paquet de nouveaux billets, et vous le prendrez, ma chère, et vous verrez quel effet cela produit sur eux. L'expédition projetée étant d'une importance capitale, Mistress Jarlet ajusta de ses propres mains le bonnet de Nell, et déclarant qu'elle était certainement très jolie, et qu'elle faisait honneur à l'établissement, la congédia avec beaucoup d'éloges, et quelques instructions nécessaires sur les tournants de droite qu'elle devait prendre, et les tournants de gauche qu'elle devait éviter. Ainsi instruite,
Nell n'eut pas de peine à découvrir l'établissement de jour et de pension de Mademoiselle Monflazes, qui était une grande maison avec un haut mur, et un grand portail de jardin avec une grande plaque de laiton, et une petite grille à travers laquelle la femme de chambre de Mademoiselle Monflazes inspectait tous les visiteurs avant de les admettre. Car rien de ce qui a la forme d'un homme, non, pas même un laitier, n'a été autorisé, sans autorisation spéciale, à franchir cette porte. Même le percepteur d'impôts, qui était robuste, qui portait des lunettes et un chapeau à large bord, faisait passer les impôts à travers la grille. Plus obstinée que la porte de l'inflexible ou de l'airain, cette porte de Mademoiselle Monflade désapprouvait toute l'humanité. Le boucher lui-même la respectait comme une porte de mystère, et cessa de siffler quand il sonna. Comme Nell s'approchait de l'affreuse porte, celle-ci tourna lentement sur ses gonds avec un grincement, et sortant du bosquet solennel, une longue file de jeunes dames, 2 par 2, toutes ayant des livres ouverts à la main, et quelques-unes avec des ombrelles également. Et la dernière de la belle procession arriva Mademoiselle Monflazes, portant elle-même une ombrelle de soie lilas, et soutenue par 2 professeurs souriants, chacun mortellement jaloux l'un de l'autre, et dévoués à Mademoiselle Monflazes. Troublée par les regards et les chuchotements des filles, Nell resta debout, les yeux baissés, et laissa passer le cortège, jusqu'à ce que Miss Monflazes, fermant la marche, s'approcha d'elle, où elle fit la révérence et lui présenta son petit paquet. À la réception de quoi, Mademoiselle Monflazes ordonna que la ligne s'arrête. « Vous êtes l'enfant de sire, n'est-ce pas » dit Mademoiselle Monflazes. « Oui, madame, » répondit Nell en rougissant profondément, car les demoiselles s'étaient rassemblées autour d'elle, et elle était le centre sur lequel tous les yeux étaient fixés. « Et ne pensez-vous pas qu'il faut être une très méchante petite enfant » dit Miss Monflazes, qui était d'un caractère assez incertain et ne perdait aucune occasion d'imprimer des vérités morales à l'esprit tendre des jeunes dames, pour être un enfant de cire. La pauvre Nell n'avait jamais vu sa position sous cet angle, et ne sachant que dire, elle garda le silence, rougissant plus profondément qu'auparavant. « Ne savez-vous pas, dit Mademoiselle Monflazes, que c'est très vilain et très peu féminin, et qu'une perversion des propriétés nous est sagement et bienveillante, avec des pouvoirs expansifs, qui peuvent être tirés de leur état dormant par le moyen de la culture ?» Les 2 institutrices murmurèrent qu'elles approuvaient respectueusement cette poussée et regardèrent Nell comme si elles eussent voulu dire que Miss Monflazes l'avait vraiment frappée très durement. Puis, ils souriaient et jetaient un coup d'œil à Mademoiselle Monflazes, puis, leurs yeux se rencontrant, ils échangèrent des regards qui disaient clairement que chacune se considérait comme souriant à l'ordinaire de Mademoiselle Monflazes, et considérait l'autre comme n'ayant pas le droit de sourire, et que ce fait était un acte de présomption et d'impertinence. « Ne sentez-vous pas combien c'est méchant de votre part, reprit Miss Monflazes, d'être une enfant de cire, alors que vous pourriez avoir l'orgueilleuse conscience d'aider, dans la mesure de vos forces naissantes, les manufactures de votre pays, d'améliorer votre esprit par la contemplation constante de la machine à vapeur, et de gagner une subsistance confortable et indépendante de 2,9 pence à 3 shillings par semaine. Ne savez-vous pas que plus vous travaillez dur, plus vous êtes heureux ?»« Comment se porte le petit ?» murmura l'un des professeurs, citant le docteur Watt. « Hein » dit Miss Monflade en se retournant habilement. « Qui a dit ça ?» Bien sûr, l'institutrice qui ne l'avait pas dit indiquait la rivale, qui l'avait dit, à qui Mademoiselle Monflazes demandait en fronçant les sourcils de se taire. Par ce moyen, il jette l'enseignant informatif dans un ravissement de joie. « La petite abeille, occupée, dit Mademoiselle Monflade en se redressant, ne s'applique qu'aux enfants distingués. Dans les livres, ou le travail, ou les jeux sains. » A tout à fait raison en ce qui les concerne, et le travail consiste à peindre sur du velours, à faire des travaux d'aiguille ou à broder. Dans des cas comme ceux-ci, en montrant Nell avec son ombrelle, et dans le cas de tous les enfants de pauvres, nous devrions le lire ainsi. Au travail, au travail, au travail. Dans le travail toujours que mes premières années soient passées pour. Que je puisse enfin rendre un bon compte chaque jour. Un profond bourdonnement d'applaudissements s'éleva non seulement des 2 professeurs, mais de tous les élèves, qui furent également étonnés d'entendre Mademoiselle Monflazes improviser d'après ce style brillant, car bien qu'elle ait été longtemps connue comme une politicienne, elle n'avait jamais paru auparavant comme poète originale. À ce moment-là, quelqu'un s'aperçut que Nell pleurait, et tous les yeux se tournèrent de nouveau vers elle. Il lui restait bien des larmes aux yeux, et tirant son mouchoir pour les écarter, il lui arriva de le laisser tomber. Avant qu'elle eût pu se baisser pour le ramasser, une jeune dame d'environ 15 ou 16 ans, qui s'était tenue un peu à l'écart des autres, comme si elle n'avait pas de place reconnue parmi eux, s'élança et le lui mit dans la main. Elle s'éloignait timidement de nouveau, lorsqu'elle fut arrêtée par la gouvernante.
C'est mademoiselle Edwards qui a fait cela, je le sais, dit mademoiselle Montfade dans ton prédictif. Maintenant, je suis sûre que c'était mademoiselle Edwards. C'était mademoiselle Edwards. Et tout le monde disait que c'était mademoiselle Edwards, et mademoiselle Edwards elle-même l'admettait. N'est-ce pas, dit Miss Montfade en baissant son ombrelle, pour voir plus sévèrement le coupable, une chose très remarquable, Miss Edwards, que vous ayez un attachement pour les classes inférieures qui vous attirent toujours de leur côté, ou plutôt, n'est-ce pas une chose très extraordinaire que tout ce que je dis et tout ce que je fais ne vous sevre pas des penchants que votre première position dans la vie vous a malheureusement rendu habituels, fit à l'esprit extrêmement vulgaire. Je n'avais vraiment pas l'intention de me faire du mal, madame, dit une voix douce. C'était une impulsion momentanée, en effet. Une impulsion, répéta mademoiselle Montflathers avec dédain. Je m'étonne que vous ayez la prétention de me parler d'impulsion. Les deux enseignants acquiescèrent. Je suis étonnée. Les deux enseignants étaient étonnés. Je suppose que c'est une impulsion qui vous pousse à prendre le parti de toute personne rampante et avilie qui se met en travers de votre chemin. Les deux enseignants le supposaient aussi. Mais je voudrais que vous sachiez, Miss Edwards, reprit la gouvernante d'un ton de plus en plus sévère, qu'on ne peut pas vous permettre, ne fût-ce que pour conserver un bon exemple et un bon décorum dans cet établissement, qu'on ne peut pas vous permettre, et qu'on ne vous permettra pas, de vous présenter à la face de vos supérieurs d'une manière aussi grossière. Si vous n'avez aucune raison d'éprouver de l'orgueil devant des enfants qui travaillent à la cire, il y a ici des jeunes filles qui en ont, et il faut ou s'en remettre à ces demoiselles, ou quitter l'établissement, Miss Edwards. Cette jeune femme, sans mère et pauvre, fut mise en apprentissage à l'école, instruisit pour rien, enseigna aux autres ce qu'elle apprenait, pour rien, fut pensionnée pour rien, logée pour rien, et fut placée et considérée comme quelque chose d'incommensurablement inférieur à rien, par tous les habitants de la maison. Les servantes sentaient son infériorité, car elles étaient mieux traitées, libres d'aller et venir, et considérées, dans leur rang avec beaucoup plus de respect. Les enseignants étaient infiniment supérieurs, car ils avaient payé pour aller à l'école en leur temps, et ils sont payés maintenant. Les élèves se souciaient peu d'un compagnon qui n'avait pas de grande histoire à raconter sur la maison, pas d'amis pour venir avec des chevaux de poste et être reçus en toute humilité avec du gâteau et du vin par la gouvernante, aucun serviteur déférent pour l'accompagner et la ramener à la maison pour les vacances, rien de distingué à dire et rien à afficher. Mais pourquoi mademoiselle Montflathers était-elle toujours vexée et irritée contre le pauvre apprenti? Comment cela s'est-il passé? La plume la plus gaie du chapeau de Miss Montflathers et la gloire la plus éclatante de l'école de Miss Montflathers était la fille d'un baronnet, la vraie fille vivante d'un vrai baronnet vivant, qui, par un renversement extraordinaire des lois de la nature, était non seulement simple de traits, mais terne d'esprit, tandis que le pauvre apprenti avait à la fois l'esprit vif, et un beau visage, et une belle figure. Cela semble incroyable. C'était mademoiselle Edwards, qui ne payait qu'une petite prime qu'elle avait dépensée depuis longtemps, éclipsant et surpassant chaque jour la fille du baronnet, qui apprenait tous les extras ou les apprenait tous et dont la facture semestrielle s'élevait au double de celle de toutes les autres jeunes filles de l'école, sans tenir compte de l'honneur et de la réputation de son élève. Par conséquent, et parce qu'elle était dépendante, mademoiselle Montflathers avait une grande aversion pour mademoiselle Edwards, et était méchante envers elle, exaspérée par elle. Et quand elle avait de la compassion pour la petite Nell, elle la maltraitait verbalement, comme nous l'avons déjà vu. « Vous ne prendrez pas l'air aujourd'hui, Miss Edwards, dit Miss Montflathers. Ayez la bonté de vous retirer dans votre chambre, et de ne pas en sortir sans permission. » La pauvre fille s'éloignait précipitamment, lorsqu'elle fut soudain, en termes nautiques, amenée par un cri étouffé de mademoiselle Montflathers. « Elle m'a dépassée sans me saluer !» s'écria la gouvernante en levant les yeux au ciel. « En fait, elle m'a dépassée sans la moindre reconnaissance de ma présence. » La jeune femme se retourna et fit la révérence. Nell voyait qu'elle levait ses yeux noirs sur le visage de sa supérieure, et que leur expression, et celle de toute son attitude pour l'instant, était un appel muet, mais touchant, contre cet usage peu généreux. Miss Montflathers se contenta de hocher la tête en guise de réponse, et la grande porte se referma sur un cœur éclatant. « Quant à vous, méchante enfant, dit Miss Montflathers en se tournant vers Nell, dites à votre maîtresse que, si elle ose prendre la liberté de m'en envoyer davantage, j'écrirai aux autorités législatives pour la faire mettre dans les fers, ou la contraindre à faire pénitente dans un drap blanc, et vous pouvez être sûr que vous ferez certainement l'expérience du tapis roulant si vous osez revenir ici. Maintenant, mesdames, à part. » Le cortège s'en alla deux par deux, avec les livres et les ombrelles,
et mademoiselle Monflathus, appelant la fille du baronnet à marcher avec elle et à adoucir ses sentiments énervés, écarta les deux institutrices, qui avaient alors échangé leurs sourires contre des regards de sympathie, et les laissa à l'arrière-garde, et à se haïr un peu plus d'être obligés de marcher ensemble. Chapitre 32. La colère de Mrs. Jarley, lorsqu'elle apprit pour la première fois qu'elle avait été menacée de l'indignité de stock et de pénitence, dépassa toute description. Le véritable et unique Jarley exposé au mépris public, hué par les enfants et bafoué par les bedeaux. La joie de la noblesse et de la noblesse emplie d'un bonnet qu'une mairesse aurait pu soupirer de porter, et revêtue d'un drap blanc comme un spectacle de mortification et d'humilité. Et Miss Monflathus, cette créature audacieuse qui avait la prétention d'évoquer, même dans le recul le plus obscur et le plus éloigné de son imagination, ce tableau dégradant, « Je suis très enclin », dit Mistress Jarley, éclatante de la plénitude de sa colère et de la faiblesse de ses moyens de vengeance, à devenir athée quand j'y pense. Mais, au lieu d'adopter cette ligne de conduite pour se venger, Mistress Jarley, après réflexion, sortit la bouteille suspecte, ordonna qu'on plaçât des verres sur son tambour favori, et s'enfonçant dans une chaise derrière lui, appela ses satellites autour d'elle, et leur raconta plusieurs fois, mot pour mot, les affronts qu'elle avait reçus. Cela fait, elle les supplia dans une sorte de profond désespoir de boire, puis elle riait, puis pleurait, puis prenait une petite gorgée elle-même, puis riait, et pleurait encore, et en prenait un peu plus, et ainsi, peu à peu, la digne dame continua, augmentant en sourire, et diminuant en larmes, jusqu'à ce qu'enfin elle ne put plus assez rire de mademoiselle Monflathus, qui, de l'objet d'une vexation terrible, devint un objet de pure moquerie et d'absurdité. Pour lequel de nous deux est le mieux loti, je me demande, dit madame Jarley, c'est elle ou moi. Il ne s'agit que de parler en fin de compte, et si elle parle de moi dans les stocks, pourquoi je peux parler d'elle dans les stocks, ce qui est beaucoup plus drôle si nous en arrivons là. Seigneur, qu'est-ce que cela fait, après tout? Arrivée à cet état d'esprit confortable, auquel elle avait été grandement aidée par certaines brèves remarques interjectives du philosophe George, Mistress Jarley consola Nell par beaucoup de paroles aimables et lui demanda, comme une faveur personnelle que, chaque fois qu'elle pensait à Miss Monflathus, elle ne ferait rien d'autre que de se moquer d'elle tous les jours de sa vie. Ainsi finit la colère de Mrs. Jarley, qui s'apaisa bien avant le coucher du soleil. Cependant les angoisses de Nell étaient d'un genre plus profond, et les freins qu'elles imposaient à sa gaieté n'étaient pas si faciles à dissiper. Ce soir-là, comme elle l'avait redouté, son grand-père s'enfuit, et ne revint que lorsque la nuit fut avancée. Épuisée comme elle l'était, fatiguée d'esprit et de corps, elle resta assise seule, comptant les minutes, jusqu'à ce qu'il revienne, sans le sou, l'esprit brisé et misérable, mais toujours vivement concentré sur son engouement. « Apportez-moi de l'argent, dit-il sauvagement, tandis qu'ils se séparaient pour la nuit. « Il faut que j'aie de l'argent, Nell. On te le rendra un jour avec de vaillants intérêts, mais tout l'argent qui vient entre tes mains doit être à moi, non pas pour moi, mais pour t'en servir. Souviens-toi, Nell, de t'en servir. » Que pouvait faire l'enfant de ce qu'elle savait, sinon lui donner chaque sou qu'elle avait entre les mains, de peur qu'il ne fût tenté de voler leur bienfaitrice? Si elle disait la vérité, c'est ce que pensait l'enfant, il serait traité de fou. Si elle ne lui donnait pas d'argent, il se nourrirait lui-même. En le nourrissant, elle alimenta le feu qui le brûla et le mit peut-être introuvable. Distraite par ses pensées, accablée par le poids d'un chagrin qu'elle n'osait dire, torturée par une foule d'appréhensions chaque fois que le vieillard était absent, et redoutant à la fois son séjour et son retour, la couleur abandonna sa joue, son œil s'obscurcit, son cœur fut oppressé et lourd. Tous ses anciens chagrins étaient revenus sur elle, augmentés de nouvelles craintes et de nouveaux doutes. Le jour, ils étaient toujours présents à son esprit. La nuit, il planait autour de son oreiller et la hantait dans des rêves. Il était naturel qu'au milieu de son affliction, elle revenait souvent à cette douce demoiselle qu'elle n'avait aperçue qu'à la hâte, mais dont la sympathie, exprimée par un léger geste bref, demeurait dans sa mémoire, comme les bontés des années. Elle pensait souvent, si elle avait un ami comme celui-là qui racontait ses chagrins, combien son cœur serait plus léger que si elle était libre d'entendre cette voix, elle serait plus heureuse. Alors elle souhaitait être quelque chose de mieux, ne pas être tout à fait si pauvre et si humble, qu'elle osât lui parler sans craindre d'être repoussée, et puis sentir qu'il y avait une distance incommensurable entre eux, et n'avoir aucun espoir que la jeune dame pense plus à elle. C'était maintenant l'époque des vacances à l'école, et les demoiselles étaient rentrées chez elles, et l'on disait que mademoiselle Monflathus s'épanouissait à Londres et qu'elle nuisait au cœur des messieurs d'âge moyen, mais personne ne parla de mademoiselle Edwards, si elle était rentrée chez elle, si elle avait une maison où aller, si elle était encore à l'école, ou quoi que ce soit son sujet. Mais un soir, comme Nell revenait d'une promenade solitaire,
elle passa par hasard devant l'auberge où s'arrêtaient les diligences, au moment où l'une d'elles arrivait, et là la belle fille, dont elle se souvenait si bien, qui se pressait pour embrasser un jeune enfant qu'ils aidaient à descendre du toit. Eh bien, c'était sa sœur, sa petite sœur, beaucoup plus jeune que Nell, qu'elle n'avait pas vue, c'est ainsi que l'on l'a dit par la suite depuis 5 ans, et pour l'amener à cet endroit lors d'une courte visite, elle avait économisé ses pauvres moyens pendant tout ce temps. Nell eut l'impression que son cœur allait se briser quand elle les vit se rencontrer. Ils s'écartèrent un peu du groupe de gens qui s'étaient rassemblés autour de la voiture, et tombèrent au cou l'un de l'autre, sanglotèrent et pleurèrent de joie. Leur habillement simple et sobre, la distance que l'enfant avait parcourue seule, leur agitation et leur joie, et les larmes qu'elle versait, auraient raconté leur histoire à elle seule. Ils devinrent un peu plus calmes en peu de temps, et s'en allèrent, moins main dans la main que cramponnés l'un à l'autre. « Êtes-vous sûre d'être heureuse, ma sœur ?» dit l'enfant, en passant devant l'endroit où se tenait Nell. « Tout à fait heureuse maintenant, » répondit-elle. « Mais toujours ?» dit l'enfant. « Ah, ma sœur, pourquoi détournez-vous votre visage ?» Nell ne put s'empêcher de la suivre à une petite distance. Ils se rendirent à la maison d'une vieille nourrice, où la sœur aînée avait loué une chambre à coucher pour l'enfant. « Je viendrai chez vous de bonne heure tous les matins, » dit-elle, « et nous pourrons être ensemble toute la journée. »« Pourquoi pas la nuit aussi ? Chère sœur, serait-il fâché contre vous pour cela ?» Pourquoi les yeux de la petite Nell étaient-ils mouillés, cette nuit-là, de larmes comme ceux des deux sœurs? Pourquoi avait-elle un cœur reconnaissant de ce qu'ils s'étaient rencontrés, et éprouvait-elle de la douleur à l'idée qu'ils allaient bientôt se séparer? Ne croyons pas qu'une allusion égoïste, si inconsciente qu'elle ait pu être, à ses propres épreuves ait éveillé cette sympathie, mais rendons grâce à Dieu que les joies innocentes des autres puissent nous émouvoir fortement, et que nous, même dans notre nature déchue, ayons une source d'émotion pure qui doit être appréciée au ciel. À la lueur gaie du matin, mais plus souvent encore à la douce lumière du soir, l'enfant, avec un respect pour les rapports courts et heureux de ses deux sœurs qui lui défendaient de s'approcher et de dire un mot de reconnaissance, bien qu'elle y eût envie, les suivait de loin dans leurs promenades et leurs promenades, s'arrêtant quand elles s'arrêtaient. Ils s'asseyaient sur l'herbe quand ils s'asseyaient, se levaient quand ils avançaient, et ressentaient comme une compagnie et un plaisir d'être si près d'eux. Leur promenade du soir s'est déroulée au bord d'une rivière. Ici, chaque nuit, l'enfant était aussi invisible pour eux, sans pensée, sans considération, mais se sentant comme s'ils étaient ses amis, comme s'ils avaient des confidences et des confidences ensemble, comme si son fardeau était allégé et moins difficile à porter, comme s'ils mêlaient leurs chagrins et trouvaient une consolation mutuelle. C'était peut-être une faible fantaisie, l'imagination enfantine d'une jeune créature solitaire, mais nuit après nuit, les sœurs flânaient toujours au même endroit, et l'enfant suivait toujours avec un cœur doux et adouci. Elle fut très surprise, en rentrant chez elle un soir, de découvrir que Madame Jarlet avait ordonné qu'on préparât une annonce à l'effet que la prodigieuse collection ne resterait dans ses locaux actuels qu'un jour de plus. En réponse à cette menace, car toutes les annonces liées au divertissement public sont bien connues pour être irrévocables et très exactes, la prodigieuse collection s'arrêta le lendemain. « Allons-nous partir d'ici tout de suite, madame ?» demanda Nell. « Regardez, mon enfant, » répondit Mrs. Jarlet. « Cela vous informera. » Et ce disant, Mrs. Jarlet produisit une autre annonce, dans laquelle il était dit qu'à la suite de nombreuses enquêtes à la porte de cire, et à la suite de la déception de la foule pour obtenir l'admission, l'exposition serait continuée pendant une semaine de plus, et rouvrirait le lendemain. Car maintenant que les écoles ont disparu, et que les touristes habituels sont épuisés, dit Madame Jarlet, nous nous adressons au grand public, et ils veulent être stimulés. Le lendemain, à midi, Madame Jarlet s'installa derrière la table richement ornée, à laquelle assistaient les effigies distinguées, dont j'ai déjà parlé, et ordonna que les portes soient ouvertes pour permettre la réadmission d'un public averti et éclairé. Mais les opérations du premier jour n'eurent nullement un caractère couronné de succès, dans la mesure où le grand public, bien qu'il manifestât un vif intérêt pour Mrs. Jarlet personnellement, et pour ceux de ses satellites de cire qu'on ne voyait rien, n'était affecté par aucune impulsion qui les poussait à payer 6 pences par tête. Ainsi, bien qu'un grand nombre de personnes aient continué à regarder l'entrée et les figures qui y étaient exposées, et il y restait avec beaucoup de persévérance, d'heure en heure, pour entendre jouer l'orgue de Barbarie et lire les factures, et bien qu'ils aient eu la bonté de recommander à leurs amis de fréquenter l'exposition de la même manière, jusqu'à ce que l'entrée soit régulièrement bloquée par la moitié de la population de la ville, qui, lorsqu'elle n'était plus en service, était soulagée par l'autre moitié, on ne trouva pas que le trésor fût plus riche, ni que les perspectives de l'établissement fussent le moins du monde encourageantes. Dans cet état déprimé du marché classique,
Madame Jarlet fit des efforts extraordinaires pour stimuler le goût populaire et aiguiser la curiosité populaire. Certaines machines, dans le corps de la religieuse sur les fils au-dessus de la porte ont été nettoyées et mises en mouvement, de sorte que la figure a secoué la tête de manière paralysante toute la journée, à la grande admiration d'un barbier ivre, mais très protestant, qui regardait le dit mouvement paralysant, comme typique de l'effet dégradant produit sur l'esprit humain par les cérémonies de l'Église romaine, et discutait sur cela thème avec beaucoup d'éloquence et de moralité. Les deux charretiers entraient et sortaient sans cesse de la salle d'exposition, sous divers déguisements, protestant à haute voix que le spectacle valait mieux l'argent que tout ce qu'ils avaient vu de toute leur vie, et exhortant les spectateurs, les larmes aux yeux, à ne pas négliger une si brillante satisfaction. Mrs. Jarlet était assise à la caisse, faisant teinter de l'argent de midi jusqu'au soir, et appelant solennellement la foule à remarquer que le prix d'entrée n'était que de 6 pences, et que le départ de toute la collection, pour une courte tournée parmi les têtes couronnées de l'Europe, était positivement fixé pour cette semaine-là. Soyez donc à l'heure, soyez à l'heure, soyez à l'heure, a dit Madame Jarlet à la fin de chaque discours de ce genre. Rappelez-vous qu'il s'agit de la prodigieuse collection de plus de 100 figures de Jarlet, et que c'est la seule collection au monde, tous les autres étant des imposteurs et des tromperies. Soyez à l'heure, soyez à l'heure, soyez à l'heure. Chapitre 33. Comme le cours de ce récit exige que nous fassions connaissance, quelque part ici, avec quelques détails relatifs à l'économie domestique de M. Samson Brass, et qu'il n'est pas probable qu'un endroit plus commode que le présent se trouve à cet effet, l'historien prend le lecteur amical par la main et, sautant avec lui dans les airs, et la fendant plus que jamais, dont Cléopha, l'Indopéré, Zambulo et son familier parcouraient cette agréable région en compagnie, et descendent avec lui sur le pavé de Bevis Marks. Les intrépides aéronautes se posent devant une petite maison sombre, autrefois la résidence de M. Samson Brass. À la fenêtre du salon de cette petite habitation, qui est si proche sur le trottoir que le passager qui prend le mur effleure la vitre sombre avec la manche de son manteau, à sa grande amélioration, car elle est très sale, dans cette fenêtre du salon, à l'époque de son occupation par Samson Brass, là, toute de travers et molle, et décolorée par le soleil, un rideau d'un vert fané, si usé par de longs services qu'il n'intercepte nullement la vue de la petite caisse sombre, mais plutôt qu'il offre un moyen favorable de l'observer avec exactitude. Il n'y avait pas grand-chose à regarder. Une table branlante, avec des liasses de papier de rechange, jaune, et en lambeaux à cause d'une longue voiture dans la poche, ostensiblement étalée sur le dessus. 2 tabourets posés face à face sur les côtés opposés de ce meuble fou. Une vieille chaise traîtresse près de la cheminée dont les bras desséchés avaient étreint plus d'un client et l'avait aidé à le sécher. Une boîte de perruques d'occasion, utilisée comme dépositaire pour les brefs et déclarations en blanc et d'autres petites formes de droit. Autrefois le seul contenu de la tête qui appartenait à la perruque qui appartenait à la boîte, comme il l'était maintenant de la boîte elle-même. 2 ou 3 livres de pratique courante, un pot d'encre, une boîte à bon, un balai rabougri, un tapis en lambeaux, mais toujours accroché à ses clous avec l'étroitesse du désespoir. Cela, avec les lambris jaunes des murs, le plafond décoloré de fumée, la poussière, et les toiles d'araignée, étaient parmi les décorations les plus en vue du bureau de M. Samson Brass. Mais ce n'était qu'une nature morte, qui n'avait pas plus d'importance que l'assiette Brass, solliciteur sur la porte, et l'affiche premier étage allouée à un seul gentleman, qui était attaché au heurtoir. Le bureau avait souvent 2 exemples de nature animée, plus en rapport avec le but de cette histoire, ayant qu'il a un intérêt plus fort et une préoccupation plus particulière. L'un d'entre eux était M. Brass lui-même, qui a déjà paru dans ces pages. L'autre était sa greffière, son assistante, sa gouvernante, sa secrétaire, son comploteur de confiance, son conseiller, son intrigant et son augmentateur de factures, Mademoiselle Brass, une sorte d'Amazone de la common law, dont il serait peut-être souhaitable de faire une brève description. Miss Sally Brass était donc une dame de 35 ans environ, d'une taille maigre et osseuse, et d'une allure résolue qui, si elle réprimait les émotions les plus douces de l'amour, et tenait les admirateurs à distance, inspirait certainement un sentiment voisin de la crainte dans le cœur des étrangers mâles, qui avaient le bonheur de l'approcher. Son visage ressemblait d'une manière frappante à celui de son frère Samson, tant la ressemblance entre eux était exacte, que si la modestie et la douceur féminine de Miss Brass avaient eu le plaisir de prendre les vêtements de son frère en s'ébattant et de s'asseoir à côté de lui, il eût été difficile à l'ami le plus âgé de la famille de déterminer qui était Samson et qui était Sally. D'autant plus que la dame portait sur sa lèvre supérieure certaines manifestations rougeâtres qui, si l'imagination avait été aidée par sa toilette, auraient pu être prises pour une barbe.
Ce n'était cependant vraisemblablement que des cils mal placés, car les yeux de Miss Brass étaient tout à fait exempts de ces impermanences naturelles. Le teint de mademoiselle Brass était jaunâtre, un peu jaunâtre sale, pour ainsi dire, mais cette teinte était agréablement atténuée par l'éclat sain qui recouvrait l'extrémité de son nez rayeur. Sa voix était extrêmement impressionnante, profonde et riche en qualité, et une fois entendue, elle ne s'oublie pas facilement. Sa robe habituelle était une robe verte, d'une couleur semblable à celle du rideau de la fenêtre du bureau, ajustée à la figure et se terminant à la gorge, où elle était fermée par un bouton particulièrement grand et massif. Sentant sans doute que la simplicité sont l'âme de l'élégance, Miss Brass ne portait ni col ni foulard que sur sa tête, qui était invariablement ornée d'une écharpe de gaze brune, comme l'aile du vampire légendaire, et qui, tordue dans toutes les formes qui lui tombaient sous la forme, formait une coiffure facile et gracieuse. Telle était mademoiselle Brass en personne. Elle était d'un caractère fort et vigoureux, s'étant adonnée dès sa plus tendre jeunesse, avec une ardeur peu commune à l'étude du droit, ne gaspillant pas ses spéculations sur ses vols d'aigle, qui sont rares, mais le suivant attentivement à travers tous les rampements glissants et semblables à ceux d'une anguille dans lesquels il poursuit ordinairement son chemin. Elle ne s'était pas non plus bornée, comme beaucoup de personnes de grande intelligence, à la théorie, ni arrêtée là où commence l'utilité pratique, dans la mesure où elle pouvait saisir, copier fidèlement, remplir des formulaires imprimés avec une exactitude parfaite, et en bref, accomplir tous les devoirs ordinaires du bureau, jusqu'à prendre une peau de parchemin ou raccommoder une plume. Il est difficile de comprendre comment, possédée de ces attraits combinés, elle pourrait rester Miss Brass, mais soit qu'elle eût endurci son cœur contre l'humanité, soit que ceux qui auraient pu la courtiser et la gagner n'aient été dissuadés par la crainte que, étant instruite dans la loi, elle n'est pas trop près du bout de ses doigts ces statuts particuliers qui règlent ce qu'on appelle familièrement les actions de violation. Il est certain qu'elle était encore dans un état de célibat, et toujours occupée quotidiennement de son vieux tabouret en face de celui de son frère Samson. Et il est tout aussi certain, soit dit en passant, qu'entre ces deux tabourets, un grand nombre de personnes étaient venues à terre. Un matin, Samson Brass était assis sur son tabouret, copiant un acte de procédure, et enfonçant vicieusement sa plume dans le papier, comme s'il écrivait sur le cœur même du parti contre lequel elle était dirigée, et Miss Sally Brass s'assit sur son tabouret, et se prépara à tirer une petite plume pour tirer un petit bec, ce qui était son occupation favorite, et ils restèrent ainsi assis en silence pendant un long moment, jusqu'à ce que mademoiselle Brass rompit le silence. « Avez-vous presque fini, Sammy » dit Miss Brass, car dans ses lèvres douces et féminines, Samson devenait Sammy, et toute chose s'adoucissait. « Non, » répondit son frère. « Tout aurait été fait si vous aviez aidé au bon moment. »« Oh oui, en effet, » s'écria Miss Sally. « Vous avez besoin de mon aide, n'est-ce pas? Vous aussi, vous qui allez garder un commis. Est-ce que je vais garder un commis pour mon plaisir, ou à cause de mon propre désir, coquin de provoqueur » dit Brass en mettant sa plume dans sa bouche et en souriant méchamment à sa sœur. « Pourquoi me raillez-vous à propos d'aller garder un employé? On peut remarquer ici, de peur que le fait que Brass trait une dame de coquin n'occasionne aucun étonnement ou surprise, qu'il était si habitué à la voir près de lui en qualité d'homme, qu'il s'était peu à peu accoutumé à lui parler comme si elle était réellement un homme. Et ce sentiment était si parfaitement réciproque, que non seulement Brass appelait souvent Miss Brass une coquine, ou même mettait un adjectif avant le coquin, mais Miss Brass le regardait comme tout à fait naturel, et était aussi peu émue qu'aucune autre dame ne le serait d'être appelée un ange. « Qu'est-ce que vous me moquez-vous, après 3 heures de conversation hier soir, d'aller garder un commis » répéta Brass, souriant de nouveau, la plume à la bouche, comme l'écusson d'un noble ou d'un gentilhomme. « Est-ce ma faute? Tout ce que je sais, dit Miss Sally en souriant sèchement, car elle n'aimait rien tant qu'à irriter son frère, c'est que si chacun de vos clients nous oblige à garder un commis, que nous le voulions ou non, vous feriez mieux de laisser les affaires, de vous rayer du rôle et de vous faire prendre en exécution. Dès que vous le pouvez. » « Avons-nous un autre client comme lui » demanda Brass. « Avons-nous maintenant un autre client comme lui? Voulez-vous me répondre cela? Voulez-vous dire en face » dit sa sœur. « Est-ce que je veux dire en plein visage » ricana Samson Brass en se penchant pour prendre le carnet d'affiches et en agitant rapidement des feuilles. « Regardez ici, Daniel Kilp, Esquire, Daniel Kilp, Esquire. Daniel Kilp, Esquire. Tout au long. Dois-je prendre un employé qu'il me recommande, et qui dit « C'est l'homme qu'il vous faut, ou est-ce que je perdrai tout cela, hein ?» Miss Sally daigna ne pas répondre, mais elle sourit de nouveau et continua son travail.
Mais je sais ce que c'est, reprit Brass après un court silence. Vous avez peur de ne pas avoir le doigt aussi long dans l'entreprise que vous en avez l'habitude. Pensez-vous que je ne vois pas à travers ça? L'affaire ne durait pas longtemps, je pense, sans moi, répondit sa sœur avec calme. Ne sois pas fou et ne me provoque pas, Sammy, mais fais attention à ce que tu fais, et fais-le. Samson Brass, qui avait au fond une grande crainte pour sa sœur, se pencha de nouveau sur son écriture d'un air boudeur, et l'écouta dire. Si je décidais que le greffier ne devait pas venir, il ne serait évidemment pas autorisé à venir. Vous le savez bien, alors ne dites pas de bêtises. M. Brass reçut cette observation avec une douceur accrue, se contentant de remarquer, à voix basse, qu'il n'aimait pas ce genre de plaisanterie et que Miss Sally serait un bien meilleur garçon si elle s'abstenait de l'irriter. À ce compliment, Miss Sally répondit qu'elle avait du goût pour l'amusement et qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer à sa satisfaction. M. Brass ne se souciant pas, semble-t-il, de poursuivre davantage le sujet, ils manièrent tous deux leurs plumes à grande allure, et là la discussion prit fin. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, la fenêtre fut soudain obscurcie, comme par quelqu'un qui se tenait près d'elle. Tandis que M. Brass et Mademoiselle Sally levaient les yeux pour en déterminer la cause, le châssis supérieur fut abaissé avec agilité de l'extérieur, et Kilp enfonça sa tête. « Allô » dit-il en se dressant sur la pointe des pieds sur le rebord de la fenêtre et en regardant dans la chambre. « Y a-t-il quelqu'un à la maison? Y a-t-il la vaisselle du diable ici? Est-ce que Brass est à prix d'or, hein? Ah, 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 dit l'avocat en riant dans une extase affectée. Oh, très bien, monsieur. Oh, très bien en effet. Assez excentrique. Mon Dieu, quel humour il a. Est-ce la Massali? Croissa le nain en lorgnant la belle Miss Brass. Est-ce la justice sans le bandage de ses yeux, et sans l'épée et les écailles? Est-ce le bras fort de la loi? Est-ce la Vierge de Bévy? Quel flot d'esprit! S'écria Brass. Sur ma parole, c'est tout à fait extraordinaire. Ouvrez la porte, dit Kilp, je l'ai ici. Un tel clerc pour vous, R1, un tel prix, un tel as d'atout. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte, ou s'il y a un autre avocat dans les parages, et qu'il regarde par la fenêtre, il le saisira sous vos yeux, il le fera. Il est probable que la perte du phénix des employés, même au profit d'un praticien rival, n'aurait pas brisé le cœur de M. Brass, mais feignant d'un grand empressement, il se leva de son siège, et se dirigeant vers la porte, il revint en présentant son client, qui conduisait par la main une personne qui n'était pas moins qu'M. Richard, suivez-les. La voilà, dit Kilp en s'arrêtant net à la porte et en fronçant les sourcils en regardant Miss Sally. Voilà la femme que j'aurais dû épouser, il y a la belle Sarah, il y a la femme qui a tous les charmes de son sexe et aucune de ses faiblesses. Oh Sally, Sally. À cette adresse amoureuse, Mademoiselle Brass répondit brièvement, embêtez-vous. D'un cœur dur comme le métal dont elle tire son nom, dit Kilp. Pourquoi ne le change-t-elle pas, ne fond-elle pas les cuivres et ne prend-elle pas un autre nom? Arrêtez vos bêtises, monsieur Kilp, répondit Miss Sally avec un sourire sinistre. Je m'étonne que vous n'ayez pas honte de vous-même devant un étrange jeune homme. L'étrange jeune homme, dit Kilp en tendant Dick, suivez-les en avant, est trop susceptible lui-même pour ne pas bien me comprendre. C'est M. Suivez-les, mon ami intime, un gentilhomme de bonne famille et de grandes espérances, mais qui, s'étant plutôt engagé par l'indiscrétion de la jeunesse, se contente pour un temps de remplir l'humble poste d'un commis, humble, mais ici des plus enviables. Quelle délicieuse ambiance! Si M. Kilp parlait au sens figuré, et voulait insinuer que l'air respiré par Miss Sally Brass était adouci et raréfié par cette délicate créature, il avait sans doute de bonnes raisons pour ce qu'il disait. Mais s'il parlait des délices de l'atmosphère du bureau de M. Brass dans un sens littéral, il avait certainement un goût particulier, car il était d'un genre proche et terreux, et en plus d'être fréquemment imprégné de fortes bouffées de vêtements d'occasion exposés à la vente à Duke's Place et à Roundsditch, il avait une saveur décidée de rat et de souris. Et une tache de moisi. Peut-être quelque doute de sa pure joie se présentait-il à M. Suivez-les, tandis qu'il laissait échapper un ou deux petits reniflements brusques, et regardait incrédule le nain souriant. M. Suivez-les, dit Kilp, étant assez habitué aux occupations agricoles de la Follavoine, Miss Sally considère prudemment qu'un demi-pain vaut mieux que pas de pain. Être hors de danger, pense-t-il prudemment, est aussi quelque chose, et c'est pourquoi il accepte l'offre de ton frère. Brass, M. Suivez-les est à vous. Je suis très heureux, monsieur, dit M. Brass, très heureux en effet. M. Suivez-les, monsieur, a la chance d'avoir votre amitié.
Vous pouvez être très fier, monsieur, d'avoir l'amitié de Hems. Kilp. Dick murmura quelque chose sur le fait qu'il ne voulait jamais d'un ami ou d'une bouteille à lui donner, et souffla aussi son allusion préférée à l'aile de l'amitié, et à son fait qu'elle ne mût jamais une plume. Mais ses facultés semblaient absorbées dans la contemplation de mademoiselle Sally Brass, qu'il regardait avec des regards vides et tristes, qui ravissaient le nain vigilant, au-delà de toute mesure. Quant à la divine Miss Sally elle-même, elle se frottait les mains, comme font les hommes d'affaires, et faisait quelques tours dans le bureau, la plume derrière l'oreille. Je suppose, dit le nain en se tournant vivement vers son ami légal, que M. Suivez-les entre immédiatement en fonction. C'est lundi matin. Tout de suite, s'il vous plaît, monsieur, répondit Brass. Miss Sally lui enseignera le droit, l'étude délicieuse du droit, dit Kilp. Elle sera son guide, son amie, sa compagne, sa Blackstone, son Coca-Cola sur Littleton, la meilleure compagne de son jeune avocat. Il est extrêmement éloquent, dit Brass, comme un homme distrait, et regardant les toits des maisons opposées, les mains dans les poches, il influe de langage extraordinaire. Magnifique, vraiment. Avec Miss Sally, continua Kilp, et les belles fictions de la loi, ces journées passeront comme des minutes. Ces charmantes créations du poète John Doe et de Richard Roe, lorsqu'elles se présenteront, pour la première fois à lui, ouvriront un nouveau monde pour l'élargissement de son esprit et l'amélioration de son cœur. Oh, beau, 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 s'écria Brass. C'est un régal de l'entendre. Où M. Suivez-les va-t-il s'asseoir demanda Kilp en regardant autour de lui. Eh bien, nous allons acheter un autre tabouret, monsieur, répondit Brass. Nous n'avions pas l'intention d'avoir un gentleman avec nous, monsieur, jusqu'à ce que vous ayez eu la bonté de le suggérer, et notre logement n'est pas vaste. Nous chercherons un tabouret d'occasion, monsieur. En attendant, si M. Suivez-les veut bien prendre ma place et s'essayer à une copie conforme de cette expulsion, car je serai dehors toute la matinée. Marche avec moi, dit Kilp. J'ai un mot ou deux à vous dire sur les affaires. Peux-tu m'accorder du temps? Puis-je prendre le temps de me promener avec vous, monsieur? Vous plaisantez, monsieur, vous plaisantez avec moi, répondit l'avocat en mettant son chapeau. Je suis prêt, monsieur. Tout à fait prêt. Il faut que mon temps soit bien occupé, monsieur, pour ne pas me laisser le temps de me promener avec vous. Ce n'est pas tout le monde, monsieur, qui a l'occasion de s'améliorer par la conversation de M. Kilp. Le nain jeta un coup d'œil sarcastique à son ami d'airain, et avec une courte toux sèche, il tourna les talons pour dire adieu à Miss Sally. Après une séparation très galante de son côté, et une sorte de gentilhomme très calme et très gentlement de la sienne, il fit un signe de tête à Dick, suivez-les, et se retira avec l'avocat. Dick se tenait debout au bureau, dans un état de stupéfaction totale, fixant de toutes ses forces la belle Sally, comme si elle eût été un animal curieux dont il n'avait jamais existé de pareil. Quand le nain fut dans la rue, il remonta sur le rebord de la fenêtre et regarda un instant dans le bureau avec un visage souriant, comme un homme pourrait jeter un coup d'œil dans une cage. Dick leva les yeux vers lui, mais sans aucun signe de reconnaissance, et longtemps après qu'il eut disparu, il restait toujours à regarder Miss Sally Brass, ne voyant, ni ne pensant à rien d'autre, et s'enracinant sur place. Miss Brass, qui était alors plongée dans la facture des frais, ne fit aucune attention à Dick, mais continua à gratter avec une plume bruyante, notant les chiffres avec un plaisir évident et fonctionnant comme une machine à vapeur. Dick se tenait là, regardant tantôt la robe verte, tantôt la coiffure brune, tantôt le visage, tantôt la plume rapide, dans un état de perplexité stupide, se demandant comment il s'était retrouvé en compagnie de cet étrange monstre, et si c'était un rêve, et s'il se réveillerait jamais. Enfin, il poussa un profond soupir, et commença à retirer lentement son manteau. M. Suivez-les ôta son manteau, et le plia avec beaucoup d'élaboration, fixant sans cesse Miss Sally. Puis, il mit une veste bleue à 2 rangées de boutons dorés, qu'il avait commandée d'abord pour des expéditions aquatiques, mais qu'il avait emportée avec lui ce matin-là pour ses affaires de bureau, et gardant toujours les yeux sur elle, il se laissa tomber silencieusement sur le tabouret de M. Brass. Puis, il fit une rechute, et redevenu impuissant, il posa son menton sur sa main et ouvrit de si grands yeux qu'il semblait tout à fait hors de question qu'il pût jamais les fermer davantage. Quand il eut regardé si longtemps qu'il ne put rien voir, Dick quitta des yeux le bel objet de son étonnement, tourna les feuilles du brouillon qu'il devait copier, trempa sa plume dans l'encrier, et enfin, et par des approches lentes, il se mit à écrire. Mais il n'avait pas écrit une demi-douzaine de mots, qu'il leva les yeux vers l'encrier pour y tremper une fois de plus.
Il y avait l'intolérable coiffure brune, il y avait la robe verte, voilà en somme, Miss Sally Brass, parée de tous ses charmes, et plus formidable que jamais. Cela arrivait si souvent, que M. Swively commença peu à peu à sentir des influences étranges s'insinuer en lui, d'horribles désirs d'anéantir cette Sally Brass, des incitations mystérieuses à faire tomber sa coiffure, et à essayer de se passer de lui. Il y avait une très grande règle sur la table, une grande